Mais on va se présenter rapidement. Donc, David Enfrin, effectivement, le fondateur de Keyako et surtout l'animateur de ce projet de développement que l'on fait en collaboration avec Manutech et d'autres partenaires dont je parlerai au fur et à mesure de la présentation. Voilà. Bertrand. Oui, bah, très bien. Donc, bah, on peut avancer, hein. Donc, l'objectif, on va vous parler aujourd'hui de normes et de sécurité, mais on a voulu vous l'éclairer par un projet très important pour le territoire qu'on est en train de mener en partenariat entre Manutech et Kejako, qui sur un sujet qui concerne beaucoup d'individus, puisque ce sont les traitements ophtalmologiques anti-âge. Voilà, donc on voulait vous parler de sécurité, mais bien le mettre en éclairage avec un projet concret qu'on est en train de mener avec Kejako. Tout à fait, merci. Alors du coup, on rentre dans le vif du sujet. On a parlé de traitement ophtalmo anti-âge. Vous l'aurez compris, il s'agit de la presbytie, alors qui touche tout le monde un jour ou l'autre, en général autour de 45 ans. On a tous besoin de porter des lunettes de lecture, hein. Tout d'un coup, la vision de près diminue. Alors ce n'est pas une maladie, c'est simplement lié à l'âge et on va l'expliquer un peu plus tout à l'heure. C'est en revanche une fatalité. Dans le monde, aujourd'hui, on a 1,5 milliard de presbytes, donc c'est un marché qui est évident en termes de quantité. Maintenant, en termes de solutions, il existe toute une panoplie de solutions qui vont de la paire de lunettes de lecture jusqu'à des chirurgies plus ou moins invasives. On voit ici un exemple. Alors d'ailleurs, je vais prendre le pointeur. Hop, au passage, voilà, vous devez voir le pointeur. On voit donc ici un exemple de chirurgie particulièrement invasive. Euh, Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui existe comme solution est toujours un compromis visuel. On n'a jamais un confort optique parfait. Et on voit ici des exemples de défauts comme des halos, des éblouissements, ou alors une diminution de l'acuité visuelle lorsque la luminosité est faible. Ce qui caractérise l'ensemble des solutions aujourd'hui sur le marché, c'est qu'elles vont toutes apporter une correction optique, hein. Donc on va simplement essayer d'intégrer la correction optique de la paire de lunettes quelque part plus ou moins profond dans l'œil. Il n'y a aucune différence sur ce point-là. Donc de notre côté, du côté de Kayako, on s'est dit mais est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut essayer de finalement rajeunir l'œil, comme le disait Bertrand à l'instant, chercher un rajeunissement et donc revenir au fonctionnement normal de l'œil et avec un confort optique parfait. Et c'est comme ça qu'on va le voir dans la présentation, s'est intéressé au laser, à la technologie laser. Parfait. Donc, alors, c'est un laser qui est très spécifique, hein. C'est un laser à impulsion. Donc, on va intervenir sur du tissu vivant. Donc, une des caractéristiques du laser qu'on connaît tous, hein, c'est il va brûler. Il est très énergétique. Donc, ce sont les lasers continus. Et donc là, on va pouvoir appliquer une technologie laser extrêmement unique. C'est le laser femtoseconde, 10-15 secondes. Et donc, on va pouvoir, à cette rapidité-là d'interaction entre la matière et les photons, avoir une action sur le tissu vivant, mais sans le brûler, sans venir l'endommager, et donc sans aucun impact sur la santé du patient. Donc on va pouvoir venir vraiment corriger ce qu'on veut à l'intérieur de l'œil sans avoir d'impact. Alors c'est bien sûr ce qu'on va contrôler en termes de sécurité, et ce que David vous expliquera après. Mais donc voilà, on a déjà en point de départ ce laser unique qui permet d'interagir avec du tissu vivant sans l'abîmer. Donc ensuite, on met tout ça en œuvre dans un écosystème qui est déjà existant, autour de Manutech, avec des partenaires académiques, l'université, l'école des mines, l'ENISE, l'école centrale, des partenaires industriels également. Et donc dans cet écosystème déjà existant, on accueille des nouveaux partenaires. Donc là, typiquement, en termes académiques, on a accueilli au travers de compétences au travers du BICSE. Donc, c'est un laboratoire de l'université qui travaille sur l'œil et donc avec beaucoup d'expertise. Et tout ça au bénéfice d'un nouvel industriel qu'on accueille dans cet écosystème, donc qui est Kejako. Voilà, donc on a un écosystème existant qui reste ouvert et qui permet donc à tout à chacun de venir s'enrichir des compétences des uns et des autres. Tout ça avec le soutien, bien sûr, de nos partenaires financeurs, de l'ANR, la région et Saint-Étienne Métropole.
Très bien, donc merci Bertrand. Donc là, si on revient maintenant un petit peu au sujet qui nous intéresse, on va regarder l'œil d'un peu plus près. Et ce qu'on voit ici, alors il n'y a pas de vidéo, mais je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'œil pour l'accommodation visuelle. C'est un œil en coupe avec la cornée, donc qui est. Alors, est-ce que mon pointeur fonctionne toujours? Oui. Voilà, la cornée qui est visible ici. Et ici, la zone qui nous intéresse particulièrement, c'est le cristallin. Alors, cette photo a été coupée en deux, hein. Donc, la partie gauche, c'est l'œil qui est en configuration vision de loin. On regarde au loin. Et à droite, l'œil qui est en configuration vision de près. Et ce qu'on constate effectivement au niveau de la jonction de ces deux photos, c'est une différence d'épaisseur, par exemple, enfin notamment, mais aussi une différence de rayon de courbure sur la face antérieure du cristallin. Et c'est justement ce qui permet à l'œil d'accommoder pour voir toujours correctement, quelle que soit la distance de l'objet. Alors, c'est tout simplement une modification de la puissance optique. Hein. Je sais qu'il y a des opticiens qui nous écoutent aujourd'hui. Une modification de la puissance optique du cristallin, qui est en fait la lentille intermédiaire de l'œil. La première lentille étant la cornée, la deuxième, le cristallin, et l'écran qu'on ne voit pas ici, qui est la rétine. Donc, cette puissance optique se modifie en fonction de la distance de l'objet qu'on est en train de regarder. Donc c'est absolument magique, ça fonctionne tout le temps, jusqu'au jour où finalement on a des symptômes qui nous empêchent de voir aussi confortablement. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, le cristallin se rigidifie. D'accord? Donc la matière qui est à l'intérieur s'agglomère, se rigidifie, les propriétés mécaniques changent, et donc le cristallin ne change plus de forme. Tout ce qui est autour est toujours capable, mais le cristallin n'est plus capable de changer de forme. Alors, l'idée, justement, est venue de là, c'est de venir avec le laser dont parlait Bertrand à l'instant, focaliser l'énergie du laser directement à l'intérieur du cristallin, en traversant la cornée comme un rayon lumineux classique, d'aller se focaliser dans le cristallin pour venir faire des modifications des propriétés mécaniques, donc des modifications physiques à l'intérieur du cristallin, de manière à lui redonner suffisamment d'élasticité pour changer à nouveau de forme. Donc on va vraiment aller modifier, enfin rajeunir le cristallin de manière à traiter l'origine du problème qui est la rigidification plutôt que les symptômes. Alors, on peut ici constater et illustrer plutôt le résultat qu'on attend. On voit cette courbe de l'accommodation visuelle qui diminue avec l'âge. C'est-à-dire, d'ailleurs, le symptôme qui apparaît autour de 45 ans sont la résultante d'une rigidification qui se fait sur le long terme. La perte d'accommodation visuelle se fait progressivement et tout d'un coup, on commence à être réellement gêné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la zone de dépendance aux lunettes. La solution de Keyako va permettre de redonner suffisamment d'accommodation visuelle pour remonter au-dessus de cette zone de dépendance aux lunettes en redonnant 1,5 à 2 dioptries d'accommodation supplémentaires. Voilà. Donc, c'est ce traitement laser qui va permettre de redonner suffisamment d'amplitude d'accommodation. Alors, comment ce traitement laser va opérer? Donc, il y a deux régimes de travail avec un laser femtoseconde. Il y a un effet photoablatif. Donc, on va être capable d'arracher de la matière en propageant une onde en pression locale. Mais on va aussi pouvoir générer des effets photochimiques. C'est-à-dire que l'énergie des photons vont aussi déclencher des modifications chimiques des cellules. Et au cas de Kejako, c'est ces deux composantes-là qu'on va aller rechercher. Donc, à la fois un effet ablatif et un effet aussi photochimique. Donc, vous voyez bien qu'il y a une forte connaissance scientifique à apporter dans ce projet. Et donc, j'en profite pour remercier l'ensemble des collègues de l'Université Jean Monnet et aussi l'EUR, l'École universitaire de recherche Manutech Slate, et le LabEx Manutech Size, qui nous accompagnent et qui financent au travers donc, de postdoc, au travers de thèses, qui financent une partie de ces travaux. Et donc, ça permet d'avoir ce savoir scientifique extrêmement précieux pour venir faire cet effet cumulatif, ablatif et photochimique à l'intérieur même d'un œil. Vous imaginez bien la complexité de la chose. Donc, concernant la gestion de la sécurité laser, donc, on va vous parler de deux personnes bien différentes. Hein. Donc, c'est le risque patient. Donc, ça, c'est David qui va vous parler du risque patient, parce que c'est lui qui va gérer ce qui va se passer à l'intérieur de l'œil du patient.
Et ensuite, je continuerai en vous parlant du risque praticien, parce que donc on va mettre en œuvre ces lasers donc dans un environnement où donc il y aura le patient et le praticien juste à côté. Et donc on va vous présenter les différentes sécurités à gérer pour la mise en œuvre de ce système, sachant qu'on est sur un système donc, qui travaille avec une longueur d'onde dans le domaine de l'infrarouge. Et donc la cornée est transparente à cette longueur d'onde, donc on va donc focaliser sur les endroits critiques. L'œil est un excellent focalisateur, hein, et donc on va potentiellement pouvoir venir abîmer la macula ou la fovea avec des conséquences qui peuvent être totalement irréversibles et voire une perte quasi totale de l'acuité visuelle. Donc il faut avoir donc une précision et une maîtrise de ces éléments-là pour bien sécuriser donc le patient. C'est ce que va vous expliquer David. Effectivement, alors pour évaluer ce risque patient et surtout pour pouvoir le maîtriser, nous avons d'ores et déjà travaillé à différents niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau qu'on a appelé in silico. Pour cela, en fait, on utilise un modèle numérique de l'œil, qui est, on en voit ici une coupe, une représentation, qui est un modèle 3D multiphysique, avec de la mécanique, de la fluidique et de l'optique, et qui est entièrement paramétrique pour représenter l'œil d'un patient. Alors, ce modèle a servi dans le cadre de notre recherche. Hein, il nous a permis de trouver, de faire une preuve de concept de la solution avant de passer sur des essais directement laser. Et il a été reconnu dans différentes publications. Il est aussi utilisé pour des prestations de services auprès de Zeiss, qui justement est pour nous une très forte reconnaissance de la qualité du modèle. Maintenant, on parle de risque. À quoi sert ce modèle? On voit ici un exemple très clair. On a du ray tracing qui peut être réalisé au travers de ce modèle. On peut faire de l'optique et on peut aussi évaluer les quantités d'énergie qui sont déposées. Donc typiquement, grâce au modèle, on peut vérifier ce qui se passe au niveau de la rétine. Quel est le niveau d'énergie résiduel après avoir traversé le système optique de l'œil, cornée, cristallin. Que se passe-t-il sur la rétine? Donc on peut évaluer les choses et aussi comment dire, les dimensionner de manière à ne pas créer de défauts sur la rétine. Euh, une fois que le modèle in silico a permis d'évaluer tout ça, on est d'ores et déjà passé sur une évaluation ex vivo. Alors ex vivo, qu'est-ce que c'est dans notre jargon? C'est un cristallin, notamment un cristallin de cochon, qui peut être récupéré en volume important, qui est donc sorti d'un œil et qu'on utilise pour faire nos essais. Ici, ce qu'on voit, c'est le résultat d'un travail en collaboration avec le BICC, justement, à Saint-Étienne, qui nous a permis, et qui nous continue aujourd'hui, à conserver un cristallin en vie pendant plusieurs semaines, presque un mois, dans un bioréacteur, et à évaluer si ce cristallin a été endommagé par le traitement laser. Donc ce qu'on voit ici, un cristallin tout vert, c'est bon signe, les cellules sont toujours en vie, le cristallin n'a pas subi de contraintes à cause du laser. Donc ça, c'est un premier niveau de sécurité ex vivo. On regarde d'autres choses, on voit l'évolution des bulles qui peuvent être créées pendant le traitement laser. Cette zone blanche ici, c'est une zone de bulles, et on est capable de montrer que ces bulles disparaissent avec le temps. On le voit aussi dans des coupes histologiques où on peut regarder à la fois les bulles et les effets du laser. D'ailleurs, ici, ce qu'on voit n'a rien à voir avec le laser, hein, c'est simplement un résultat de la découpe, les fibres se sont déchirées. Globalement, ex vivo, ça fonctionne aussi, le cristallin n'est pas endommagé. Les bulles disparaissent. Alors la caractogénèse, ce mot je ne l'avais pas expliqué. Effectivement, ce qu'on va chercher à voir, c'est est-ce que le laser pourrait induire une cataracte. La cataracte, c'est ce qui apparaît plus tard avec l'âge chez le patient. C'est ce cristallin qui s'opacifie avec le temps. Donc, sur de l'ex vivo, pas de caractogénèse, pas d'apparition de cataracte. L'étape suivante, et c'est celle que nous sommes en train de travailler, de préparer plutôt avec Manutech en ce moment, Bertrand en parlera un petit peu plus, c'est les essais de sécurité in vivo. C'est la dernière étape avant de pouvoir aller chez l'homme. Pour ça, on va utiliser un modèle animal qui est le lapin, extrêmement connu dans les essais in vivo, et qui a un œil qui est particulièrement réactif, plus réactif que celui de l'homme, ce qui nous permet de raccourcir les délais d'étude. En 2 mois, on va pouvoir vérifier quelles sont les conséquences d'un traitement laser dans l'œil d'un lapin. Qu'est-ce qu'on cherche à voir? Eh bien, différents niveaux. Le premier niveau, c'est la cornée, donc ne pas abîmer la cornée, ce qui semble relativement évident avec un laser en infrarouge. Le deuxième niveau, c'est le cristallin, pas d'apparition de la cataracte, conservation de ses qualités optiques et de sa transparence
et de sa résolution. Et le troisième niveau, c'est la rétine, effectivement, vérifier qu'on n'a pas d'impact sur la rétine, pas de brûlure, qui serait évidemment catastrophique pour un homme plus tard. Voilà, donc nous préparons ça, Bertrand va en parler un peu plus, et ce qui nous permettra d'aller ensuite chez l'humain avec différents... Alors, les objectifs sont les mêmes, on va regarder les mêmes choses, mais on va pouvoir travailler avec différents niveaux de patients, des yeux qui sont condamnés, donc on va commencer par ce type d'yeux, donc avant l'énucléation, des yeux qui ont une cataracte, donc avant d'enlever le cristallin, on va pouvoir faire des tirs, et enfin des presbytes volontaires qui voudront se prêter aux essais cliniques. Ça sera les prochaines étapes de Keyako après les essais in vivo chez le lapin. Donc, on va mettre en œuvre tout ça donc, par un praticien. Et donc, le laser femto, c'est un laser de classe 4. Donc, ça veut dire que sa vision directe sans système optique est dangereuse, ainsi que toutes les réflexions. Et il peut aussi causer des dommages sur la peau et aussi est une source éventuellement d'incendie. Donc, il y a des normes, bien évidemment, pour piloter la maîtrise de ces risques. Donc, la principale, c'est la norme EN 60825 qui concerne la sécurité des appareils, donc, qui est gérée en association avec les fabricants de lasers. Et ces deux normes sont complétées par des normes EN 207 et 208 qui gèrent les protections de l'œil. Voilà, donc typiquement, on va se retrouver avec ce type de lunettes, hein, donc, qui vont pouvoir tout simplement donc, protéger l'œil. Hein. Donc voilà, donc on a des systèmes qui ne sont pas très compliqués à mettre en œuvre et qui permettent en toute sécurité de mettre en œuvre l'ensemble de nos lasers. Donc, en plus de cela, la stratégie, bien sûr, ce sera de confiner au maximum le trajet du faisceau. Et pour cela, on peut utiliser une fibre optique dans laquelle le faisceau donc, sera transporté, donc avec aucune possibilité donc, de sortir. On va éviter toutes les réflexions possibles avec la mise en place de ce qu'on va appeler un anneau de succion entre la sortie du faisceau de la fibre et le patient. Avec des systèmes bien sûr de coupure automatique. Donc dès qu'il peut y avoir une éventuelle rupture de cette chaîne de protection, le laser s'arrêtera. Voilà, donc on aura toujours la possibilité donc voilà au maximum de sécuriser. Et ensuite, si le praticien le souhaite, il peut aussi compléter par le système de lunettes individuelles que je viens de vous montrer. Donc voilà, donc on aura une totale sécurité au niveau du praticien qui viendra compléter la sécurité patient qui sera éprouvée tel que vient de vous l'expliquer David. Pour terminer notre dernier slide, donc on voulait vous montrer, voilà, donc vous résumer sur un slide toute cette montée de maturité technologique, donc partant de l'œil jusqu'à la machine finale. Voilà, en passant par donc l'étape où on est aujourd'hui, celle que vous a décrit David tout à l'heure. Donc vous voyez, hein, donc on a une machine prototype avec donc un système qui permettra donc de travailler sur des lapins, donc qui apparaît là sur la slide au milieu. Donc voilà, donc le lapin sera anesthésié, donc il sera mis sur un système, donc avec un système de calage au niveau de l'œil, comme je vous l'ai expliqué, avec ce système de succion. Et donc une fois que tout ça aura été validé, eh ben, le résultat final, donc, ce sera une machine entièrement robotisée et automatisée qui permettra donc de traiter le patient directement dans un cabinet, hein, donc, puisque, comme je vous l'ai expliqué, l'ensemble sera sécurisé aussi bien au niveau du laser que du patient. Voilà, on vous remercie pour votre écoute et vous avez là nos différents contacts si vous voulez en savoir un petit peu plus. Merci à vous deux. Encore un sujet très intéressant et très dynamique au niveau présentation. Merci.